Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Éloge du maquillage, du cosmos aux cosmétiques. De Camille Saint-Jacques. Pourquoi les femmes se maquillent-elles? Les réponses des intéressés sont souvent évasives. Pour se sentir bien. Pourraient-elles cesser de se farder? Non. L'idée de ne plus se maquiller peut même être perçue comme une atteinte à l'identité. Dans un style élégant et lumineux, l'auteur nous plonge dans une histoire du maquillage qui démontre l'importance depuis que l'être humain se civilise, du geste cosmétique. S'arranger est un art du compromis de l'ouverture, un jeu bienveillant plutôt qu'un artifice trompeur. Derrière un rouge à lèvres, un mascara, il y a toute une manière d'être plus nuancée, plus enchantée, moins violente que celle des hommes. Camille Saint-Jacques est professeur et peintre. Dernier ouvrage paru, Notre paresse, édition Autrement 2005. Des notes sont disponibles sur les éditions numériques et papier du livre. Partie 1, Beau comme tout. Chapitre 1, L'échantillon du rêve. Parfumé, aéré, silencieux, capitonné, antiseptique, poli, aimable, souriant, fleuri, étaient les salons de l'Institut de beauté rose et bleu ciel. Flacons, écrins, colifichets, lingerie, transparence, étincellement. Les femmes sorties des mains des masseuses, manucures, coiffeurs, comme repeintes à neuf, fraîches et euphoriques. Euphorique, dit Elsa Triolet dans Rose à crédit, à propos de ces femmes de l'immédiat après-guerre à l'instant où elles sortaient d'un institut de beauté. Après des années de privations multiples, d'angoisse et de larmes, le passage par un institut de beauté, le salon de coiffure ou simplement le rayon cosmétique d'un grand magasin suffisait à les ravir un instant à la contingence des soucis quotidiens. C'est sans doute à l'attention des hommes, généralement incrédules devant tant de superficialité, qu'elle intitule son chapitre « À l'échantillon du rêve ». Non pas au bonheur des dames, comme dans le roman de Zola, parce que ce serait réduire le rêve au mensonge marchand. Un échantillon comme une poussière de rêve, autant dire du vent. Un simple spectacle de soi qui rassure et donne le change en renouvelant sans cesse les possibilités d'échange sur la base, non pas d'une chair nue donc muette, mais d'une construction, d'un artifice, d'un langage. Il suffit aujourd'hui d'observer le visage collectif des clientes dans les mêmes rayons de parfumerie et de cosmétiques, pour s'apercevoir que rien n'a changé. Entre les flacons, les pots, les palettes, les expressions sont identiques à celles d'hier. Non pas que notre époque soit demeurée aussi terrible, mais il y a dans cette euphorie des femmes devant les produits de beauté quelque chose d'intemporel qu'Aristophane et Socrate remarquaient déjà, et qui demeure finalement si peu considéré, comme s'il ne s'agissait que de futilité. Cette insignifiance, cette superficialité du maquillage sont justement au cœur de ce livre. Il ne s'agit pas de chercher à tout crin de la profondeur sous la surface, mais d'interroger la désinvolture avec laquelle les hommes ont traité cette légèreté essentielle qui conduit tant de femmes à se maquiller quotidiennement depuis la nuit des temps. Si les canons de la beauté varient et changent rapidement selon les modes et les cultures, l'usage des cosmétiques semble un invariant anthropologique. La présence d'objets de maquillage dans les tombes des époques les plus reculées est si fréquente que c'est leur absence qui est instructive pour les archéologues. Parce qu'ils sont si communs, ces objets servent souvent à dater les sépultures au même titre que les parures, les armes et les autres éléments du mobilier funéraire que les chercheurs s'attendent à trouver parmi le bagage minimal du défunt dans son voyage à travers la mort. Le maquillage est donc un nécessaire outre-mort et dans la vie, comme on parle d'un nécessaire de toilette, pour souligner la fonction de viatique d'une simple trousse de voyage. Si 87,7% des Françaises se maquillent quotidiennement, 95% d'entre elles achètent des produits cosmétiques pour un usage moins régulier. Nul, homme ou femme, ne peut prétendre échapper à l'esthétique du corps promue par les grandes marques de produits de beauté puisque, à elles seules, elles représentent plus de la moitié des annonces publicitaires des magazines. Nous sommes donc tous imprégnés de cosmétiques, et les plus rétifs ignorent souvent que s'ils ont cru leur vie durant se préserver de l'artifice, c'est maquillés qu'ils entreront dans l'au-delà du cosmos, le visage comme repeint à neuf par les soins du thanatopracteur, frais, eux aussi euphoriques, fin prêt à croquer la mort, puisque si les religions européennes ont souvent condamné le maquillage des vivants, elles n'ont jamais osé s'opposer à la coutume multimillénaire qui consiste à farder les morts.
Cette pratique funéraire est aussi largement répandue qu'elle est peu connue. Elle n'est d'ailleurs pas associée à une signification métaphysique particulière, et est perçue le plus souvent comme un ultime soin, une dernière politesse à l'égard du défunt, sans plus. Il n'est donc pas nécessaire d'exaucer le maquillage ordinaire, au niveau des arts corporels ou des pratiques rituelles des sociétés lointaines, pour en saisir la dimension essentielle à l'humanité. L'art corporel, tout comme le cérémonial religieux qui entoure le plus souvent la parure du visage ou du corps tout entier, est inséparable d'un culte ou de pratiques culturelles avec lesquelles il forme un tout. Le geste quotidien et banal, parfois furtif, de la femme qui chez nous au lever se refait une beauté, puis, durant la journée, rajuste ou parfait son apparence, surprend d'abord par la contradiction entre le fait qu'il semble aller de soi et le peu de signification qu'on lui accorde en général. Comment peut-on sous-estimer à ce point un geste aussi majoritairement reconnu comme nécessaire? Questionner une femme qui se maquille quotidiennement sur les raisons pour lesquelles elle le fait est généralement très décevant. Le plus souvent, les réponses tournent court. Par habitude, pour me sentir bien parce que je ne peux m'en passer. Par contre, l'hypothèse de mettre fin à cette pratique est toujours ressentie comme inenvisageable, une atteinte profonde à l'identité de la personne. Toutes les observations de sociologues ou de psychologues concordent d'ailleurs pour dire que le renoncement au maquillage chez des femmes gravement malades, dépressives, en détention ou en fin de vie, correspond à un penchant morbide et à une perte dangereuse du désir de vie. Certaines organisations humanitaires ne manquent d'ailleurs pas de fournir aux femmes des régions bouleversées par la guerre ou des cataclysmes naturels, les produits de beauté nécessaires pour qu'elles reprennent goût à la vie. Passé l'effarement et la condescendance des hommes devant tout ce qui relève du féminin, donc de la futilité, l'analyse des penseurs face aux cosmétiques a le mérite de la constance. L'idée principale tient dans une assimilation pure et simple du maquillage à une stratégie de séduction trompeuse qui a au moins le mérite de faire des hommes le point focal permanent des femmes. Cependant, qu'il s'agisse de condamner le maquillage comme une atteinte à la perfection de la nature, à la création divine, à l'image de Dieu, imago Dei, ou bien que l'enjeu soit de fustiger le maquillage comme un appât pour mieux séduire un mâle peu ou mal regardant, la femme demeure doublement pécheresse et par orgueil et par mensonge. S'il est vain d'ignorer le rôle important du maquillage dans la séduction, ne voir dans le cosmétique qu'une ruse séductrice est largement insuffisant. Les femmes se maquillent autant pour elles-mêmes que pour séduire de fantasmatiques proies masculines. Le mot même de cosmétique, avec sa racine grecque kosmos, est propice aux polysémies et à de multiples concaténations de sens. Elles aboutissent toutes à cette confrontation fondatrice du monde antique entre un chaos primitif et un cosmos ordonné et régulé par les dieux de l'Olympe. Cependant, comme souvent, l'étymologie est décevante et trompeuse. Elle ouvre sur tant de possibles qu'elle déroute ceux qui cherchent des lignes directes. Que signifie au fond cette proximité entre la parure et l'univers ordonné? En quoi le fond de teint, foundation en anglais, s'oppose-t-il au chaos originel? Pourquoi cette récurrence du mot faire dans tout ce qui touche au maquillage, make-up? À commencer par ce vieil hollandais maken, faire, qui se transforme en vieux français en un maquillé qui a déjà le sens de feindre, avant de donner naissance à un maquillé qui voulut d'abord dire voler, et ne se décida que récemment, au XIXe siècle, pour le cosmétique. En ouvrant les dictionnaires, on sent d'emblée que ces mots touchent aux origines, mais que si de nombreux échantillons s'offrent à l'enquête, rien ne peut être assuré. De sample en remix, les mots eux-mêmes se dérobent, feignent et incitent davantage au rêve, à interroger le phénomène, plus qu'ils ne livrent une improbable essence, cachée dans les recoins de l'histoire miroitante des langues. Chapitre 2 La peau. De la périphérie vers le centre. La peau se touche. De tous les sens, le toucher est le seul à être à la fois passif et actif, récepteur et émetteur. Notre peau est le siège de la beauté comme de la laideur. Dégradée par le froid ou des agressions extérieures, le stress, la fatigue ou la maladie, altérée par la dégénérescence naturelle du derme et de l'épiderme, la peau perd sa carnation, son éclat heureux, et s'enlaidit jusqu'à nous remémorer notre propre mortalité. Le désir de changer de peau, de se refaire une beauté ou de ravaler la façade, au choix, le niveau de langage ne fait rien à l'affaire, est alors irrépressible.
Il convient toujours de restaurer cette peau dans un état satisfaisant pour soi et les autres, de faire en sorte qu'elle soit belle à voir, à toucher, de procéder à l'ajustement du visible au caché, c'est-à-dire de faire en sorte que le physique témoigne malgré tout du psychologique, et le dehors du dedans. L'idéal esthétique tout entier part de cette inspection première de la dégradation plus ou moins circonstanciée, mais de toute façon inéluctable, de cet organe particulier, enveloppant, à la fois médiateur et sentinelle. Par ce cerveau étalé, nous nous donnons à voir et nous percevons d'abord, la chair de poule par exemple, ce que notre cerveau crânien analysera ensuite. Par lui nous respirons, nous exsudons eau et toxines, sueur, et nous régulons la température de l'ensemble du corps. Plus qu'une vague périphérie, une enveloppe, un sac souvent négligé, la peau assure non seulement une part considérable des perceptions, mais aussi notre identité, les empreintes digitales, notre équilibre et notre défense. Pourtant, pendant des siècles, la peau fut ignorée, trop proche, trop présente pour être vue. Avant d'élire comme seul idéal de beauté humaine la plénitude pétrifiée des profils grecs de la statuaire antique, Hegel s'afflige à plusieurs reprises dans son esthétique de ce que cette enveloppe nous cache l'âme et fait écran avec le spirituel. S'il perçoit bien sous la peau humaine une turgor vitae, un gonflement général de la vie, il semble plus sensible à sa morbidezza. Mais même si le corps humain laisse apparaître à l'extérieur sa vitalité, à la différence du corps animal, on peut également apercevoir dans cette surface l'indigence de la nature à travers la peau qui se détache, les entrailles, les rides, les pores, les poils, les petites veines, etc. La peau même, dont la transparence rend visible la vie intérieure, n'est cependant qu'une enveloppe destinée à se préserver de l'extérieur, au service d'une indigence naturelle. Aussi commande-t-il au portraitiste d'aller droit à l'essentiel, c'est-à-dire à l'idéal. Il doit, insiste-t-il, au nom de la purification artistique, éliminer tout ce qui est souillé par la contingence et l'extériorité. Il doit laisser de côté ce qui appartient au côté naturel de l'existence indigente, les poils, les pores, les cicatrices, les taches de la peau, et ne saisir, et ne représenter le sujet que dans son caractère universel et dans sa particularité permanente. L'art lui-même est ici cosmétique. Il doit gommer, farder, feindre, en un mot maquiller. Hegel rassemble en quelques lignes tout ce qui fait l'ambiguïté de notre relation à la peau. Une attention scrupuleuse, presque obsessionnelle. Une représentation dominée par la relation entre un intérieur noble, les organes vitaux, le cœur, le cerveau, et un extérieur contingent, indigent, et enfin le rejet des accidents naturels. Face au maquillage, nous sommes tous restés peu ou prou hegeliens. À l'image du splendide monument du cœur, 1550, sculpté par Ligier Richier pour le tombeau de René de Châlons, nous nous voyons la peau sur les os. Nous glorifions le cœur, l'esprit, en un mot, le contenu d'un corps dont l'enveloppe, passé le temps où elle peut encore séduire et donner le change, est vouée quoi qu'il arrive à l'abandon. Nous pensons notre peau comme s'il s'agissait d'un de ces papiers chatoyants dont on empaquette avec 1000 précautions les cadeaux, et qui, à peine la fête terminée, seront flétris dans l'indifférence. On peut dire alors du visage maquillé ce que Sartre disait de l'image en général. C'est un monde où il n'arrive rien, où malgré nos phobies et nos angoisses, nous ne voyons rien venir. Quel bien-être que celui que les lois de la nature renoncent à altérer, à vieillir. Entre nos rêves et nos refus, nous voulons croire que l'état réel de notre peau pourrait ainsi nous échapper. Quitte à nous priver de découvertes dont nous pourrions tirer profit, nous préférons souvent n'en rien savoir. En fait, non seulement on ne se voit pas, on ne peut pas se voir, sauf dans un miroir, de face et encore avec une image inversée, mais on ne veut pas se voir. Le maquillage sert d'image adjointe au visage, qui lui-même ne vaut que comme interface avec une profondeur rêvée de l'être, une âme qui est la seule à mériter d'être prise en compte. Ce qui advient à la surface ne saurait être important. Certes, contrairement à l'image, le visage maquillé résulte d'une intention souveraine, mais sauf extravagance ou accident, il reste sans surprise pour le passant. Flot parmi les flots, il est, dans l'immense majorité des cas, homogène à ceux qui l'ont précédé et qui lui succèdent. Seul un regard expert et indiscret dénotera un beau maquillage. Le plus souvent, on dira d'ailleurs que l'intéressé s'arrange bien, ajoutant une pointe péjorative à l'admiration, un doute sur l'esthétique propre de la personne.
Ce qu'on cherche à admirer communément chez l'autre, c'est la beauté intrinsèque d'un individu. Aussi, lorsqu'on évoque le charme, le style, l'élégance de l'autre, autant de traits qui incluent éventuellement le maquillage, le compliment ressemble-t-il à l'hommage obligé du vice à la vertu essentielle? La femme qui se maquille au quotidien ne cherche pas non plus à se surprendre ou à inventer. Les marques de cosmétiques savent parfaitement combien il faut investir en publicité pour convaincre une consommatrice, ne serait-ce que d'essayer un nouveau produit, dans l'espoir de le lui faire adopter ultérieurement. À l'exception des événements festifs, on se maquille chaque jour pour être soi-même, c'est-à-dire identique à une image là encore idéale, même si celle-ci résulte d'une composition avec des traits, une peau, un métabolisme qui ne sont pas toujours au rendez-vous des attentes. Se refaire une beauté n'est pas un acte créatif. Les gestes parfaitement maîtrisés, incroyablement rapides et précis, sont toujours les mêmes. S'ils nécessitent de l'attention, ils ne reflètent aucune concentration. Pourvu qu'elle soit assise, il n'est pas rare de voir une femme parfaire son maquillage dans les transports en commun aux heures de pointe. Jour après jour, l'effet recherché est toujours atteint, et l'identité avec le maquillage de la veille. C'est le contraire de l'originalité ou de la création, mais bien plutôt un stéréotype largement déterminé par l'époque, la mode, la gamme de produits accessibles. Au fil des années, ce stéréotype, perçu non pas comme tel mais comme un absolu singulier, résultant d'une conscience de soi, souffrira de plus en plus du décalage entre l'évolution naturelle des tissus et le côté immuable du maquillage. Alors, en l'absence de conseils répétés d'un regard bienveillant, le cosmétique s'affichera comme un masque et non plus comme un éclat. Notre désinvolture irréfléchie à l'égard du maquillage s'explique donc d'abord par le manque d'estime que nous avons pour notre peau. Et c'est ce mépris qui nous l'a fait en général écarter du nombre des organes vitaux. En effet, s'il ne s'agit que d'un entourage plus ou moins gracieux et commode, il est normal qu'on ne s'y attarde guère. Certes, le paquet se doit d'être aussi présentable que possible. Mais il nous semblerait déplacé de considérer l'extérieur à l'égal de l'intérieur, la surface autant que la profondeur. Ce complexe de la profondeur qui consiste à vouloir partout du sens et pas d'apparence, Paul Valéry fut un des premiers à le dénoncer. En déclarant « Ce qu'il y a de plus profond chez l'homme, c'est la peau », le poète inventa une formule suffisamment forte et paradoxale pour résumer ce qu'Edgar Allan Poe soulignait déjà dans La Lettre volée, 1845, à savoir que notre obsession de voir ce qui est caché nous empêche de voir ce qui est visible. Autrement dit, il n'y a pas de sens sans apparence et la nature de celle-ci est justement d'être déroutante et trompeuse. Contrairement à ce qu'on veut souvent faire dire à cette citation omniprésente dans les propos sur le maquillage, Valéry ne nie nulle part la profondeur. Le poète ne se fait pas là le chantre d'un trompe-l'œil vouant la réalité à un jeu de simulacre. Il vise autant le discours de ceux qui prétendent opposer un sens profond à une superficialité insignifiante, que celui qui, à l'inverse, disqualifie le premier pour ne chercher de sens que dans les apparences. Ce n'est donc pas un retournement, une inversion de l'intérieur et de l'extérieur que propose Valéry, mais plutôt une mise à jour de notre représentation du corps, à la lumière d'une compréhension scientifique plus fine des relations qui unissent la peau aux autres organes. Ces relations, le docteur Claude Benazeraf les précise ainsi. Entre le système nerveux central et l'appareil cutané existe en effet une parenté embryologique, puisque c'est le même feuillet appelé ectoblaste qui donne naissance, d'une part à l'ensemble du système nerveux central et du système nerveux périphérique, d'autre part à la peau et aux fanères. Peau et système nerveux central partagent aussi toute une série de substances appelées neuromédiateurs, sécrétées à la fois par la peau et par les neurones. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.